Bonjour, nous voici à la fin du congrès de l'ACR de San Francisco, qui était un excellent congrès avec vraiment des choses pratiques et des ouvertures nouvelles pour différentes maladies. Je vous encourage à aller voir ce que nous avons fait sur la maladie de Horton et la pseudopolyarthrite rhizomélique. Une petite vue de San Francisco parce que cette maison bleue, elle est vraiment très très jolie. Je vous encourage à venir la voir. Mais on va parler là plutôt du lupus systémique, parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur le lupus systémique et nous attendions des résultats avec impatience des nouveaux biologiques dans le lupus systémique. Eh bien, voilà tout d'abord pour les pratuzumab. Les pratuzumab, c'était la molécule que nous attendions cette année, parce que nous avions cette année les résultats de 2 essais de phase 3. Les pratuzumab, comme vous le voyez sur ce schéma, ciblent la molécule CD22 du lymphocyte B. Il module donc son activité de lymphocyte B activé sans entraîner de déplétion majeure. Donc cette approche était extrêmement intéressante et les études de phase 2 étaient très prometteurs. Voilà le design de l'essai pratuzumab de phase 3. Alors c'est un schéma qui est un petit peu compliqué, mais en résumé, les patients recevaient soit un placebo, soit les pratuzumab 600 mg toutes les semaines, 4 semaines, puis une fenêtre de 2 mois, ou alors 1200 mg J1J15, puis une fenêtre de 2 mois. C'est donc un traitement qui se fait le premier mois tous les trimestres. Le patient pouvait sortir d'études après 6 mois, s'il restait en activité, et rentrer alors dans une phase ouverte. Eh bien, plus de 1500 patients sont rentrés dans 2 essais Embody 1, Embody 2, réalisés à travers le monde, l'Amérique du Nord, du Sud, l'Asie, l'Australie, l'Europe, etc. Et vous avez sur cette diapo les résultats. Eh bien, les résultats sont négatifs, encore une fois, pour un biologique qui s'attaque au lupus. Malheureusement, le lupus non rénal et sans atteinte du système nerveux central, mais négatif sur le BICLA et négatif sur le BILAG. Le profil de tolérance était excellent. Et malheureusement, donc, les pratuzumab ne sera pas développé dans la maladie lupique. Nous avons eu la chance de pouvoir participer à cet essai thérapeutique et on a pu mettre plusieurs patients dans l'étude. Mon sentiment est que le primary endpoint était trop proche. C'est une molécule qui a une efficacité, on l'a vu puisqu'on a mis plusieurs patients en phase ouverte. L'efficacité était longue à s'installer et il fallait plus de 6 mois pour avoir une efficacité. On a eu des patients qui ont été transformés avec cette molécule en phase ouverte, notamment avec des atteintes cutanées très sévères. Mais cette amélioration, on l'a observée après la semaine 52. Et à mon sens, peut-être que si le primary endpoint avait été à 18 mois, peut-être cet essai aurait été négatif, tout au moins sur l'expérience que nous avons des patients en phase ouverte. Alors, le belimumab par voie sous-cutanée. Vous savez que le belimumab est le premier biologique qui est approuvé dans le lupus. Il s'utilise par voie veineuse et on attend avec impatience l'arrivée de la molécule sous-cutanée parce qu'elle sera donc en dispensation dans les pharmacies hospitalières et utilisable en ville, ce qui résoudra les problèmes de coût pour les services hospitaliers. Eh bien, cet essai randomisé a été réalisé, randomisation 2/1, en sus du standard of care, comme les études précédentes. Par voie sous-cutanée, le belimumab s'administre à 200 mg sous-cutanée toutes les semaines, donc c'était versus placebo. Plus de 830 patients ont été randomisés et les résultats sont positifs sur le critère principal qui était le Responder Index 4. Aussi positif sur le SLEDAI, aussi positif sur le PGA, l'EVA, donc médecin, et aussi positif sur le critère BILAG, pas de nouveau BILAG A ou pas de BILAG B. Donc le belimumab par voie sous-cutanée arrivera sur le marché en 2017 et on est ravis pour les patients. Alors quelques nouvelles de molécules prometteuses qui étaient en phase 1 ou en phase 2. Je vous en parle parce que vous en entendrez parler dans les prochains congrès et je l'espère dans les années qui viennent. Alors le CD40 ligand, un essai thérapeutique il y a peut-être 10 ans et un peu plus, c'était attaqué au CD40 ligand mais avec des complications qui étaient sévères, notamment des thromboses. Et donc la nouvelle approche qui a été faite ici, avec une molécule qui s'appelle le dapirolizumab,
eh bien, c'est une molécule qui cible aussi CD40, mais qui n'a pas de fraction Fc. Or, c'était par la fraction Fc qu'il y avait une interaction avec le récepteur Fc gamma sur les plaquettes, et c'est ainsi que les thromboses ont été rapportées. Donc, cette molécule n'a pas son fragment Fc, n'a pas d'interaction avec les plaquettes, et a donc été testée dans cette phase 1 qui a rassemblé 24 patients qui avaient un score SLEDAI à 4 ou plus. La randomisation se faisait à 2/1. Et la molécule était administrée par voie intraveineuse à 30 mg kg, puis 5 doses de 15 mg kg tous les 15 jours, ou le placebo. Et les patients étaient stratifiés selon qu'ils avaient ou non des antiphospholipides. Eh bien, dans cette étude, tout d'abord de safety, c'est la phase 1, aucun événement thromboembolique. Pas de signal particulier en termes infectieux, quelques nasopharyngites chez 6 patients sous la molécule, et c'est tout. Donc, nouvelle approche du CD40 ligand qui ouvre la porte pour les phases 2, dont on parlera sans doute dans les mois qui viennent, avec des données prometteurs sur l'efficacité, puisque vous le voyez sur cette diapositive, sur le BICLA notamment. Sur le BICLA, nous avions à la semaine 12 45% de répondeurs dans le groupe dapirolizumab contre seulement 14,3% dans le groupe placebo. Il en est de même pour le critère d'activité SRI 4. Donc prometteur en termes de sécurité d'emploi, prometteur en termes d'efficacité. Alors le trioxyde d'arsenic, c'est aussi une molécule intéressante qui fait un peu peur. Et Mohamed Hamidou vient de terminer sa présentation en plénière. Le trioxyde d'arsenic est une molécule, un dérivé de l'arsenic. Attention, ce n'est pas l'arsenic vrai quand même. C'est un dérivé qui est approuvé dans certains domaines, notamment en hématologie, pour le traitement des leucémies aiguës promyélocitaires, et ceci depuis plus de 10 ans. Et dans certains modèles murins, eh bien, le trioxyde d'arsenic s'est avéré particulièrement efficace et spectaculaire. Et donc, sous l'impulsion de Mohamed Hamidou, l'ATO, trioxyde d'arsenic, a été testé chez des volontaires qui ont signé le consentement. Pas toujours simple quand il faut administrer de l'arsenic intraveineux, mais tous devaient avoir un lupus actif, c'est SLEDAI à -4, tous devaient avoir une dose de corticoïdes à plus de 10 mg, et les traitements immunosuppresseurs étaient acceptés, notamment méthotrexate, MMF ou azatioprine. Le trioxyde d'arsenic s'administre donc en intraveineux, J1, J4, J8, J11, 14, 17, 21 et 25. Il y avait des augmentations de doses en fonction des groupes. Et ensuite, il y avait une surveillance pendant les 20 semaines qui suivaient l'administration du médicament. 4 patients ont reçu la dose de 0,10 mg kg, 4 0,15 et 3 la dose plus forte de 0,2. En termes de tolérabilité, puisque c'est l'objectif principal de ce type d'étude, il y a eu une neutropénie sévère chez 2 patients qui étaient sous MMF. Et donc là, c'est peut-être un signal pour se dire, bon, attention, la combinaison arsenic et MMF augmente le risque de neutropénie. Il faudra, je pense, pour les phases suivantes, exclure ces patients. En tout cas, il n'y a pas eu de complications graves liées à cette neutropénie, elle était transitoire. Et voilà l'évolution individuelle du SLEDAI moyen qui, à baseline, était à 8 et qui est passé à 4 au mois 2, 3 et 4 avec une épargne cortisonique. Et puis certains patients à distance ont rechuté. Probablement, le trioxyde d'arsenic est efficace dans le lupus, mais il faudra faire quelques injections de rappel si on veut maintenir une rémission prolongée. En tout cas, ça ouvre la porte aussi à une phase 2 et on l'espère, une phase 3. Quelle autre molécule prometteur dans le lupus? L'interleukine 2 à faible dose. Vous savez qu'une diminution de l'interleukine 2 va entraîner une activation de la voie TH17 et la production d'interleukine 17 et va aboutir à une diminution de la population T régulatrice. Eh bien, si on administre de l'interleukine 2 à faible dose, on freine la voie TH17 et on restaure le compartiment T régulateur. Ça a été démontré dans les vascularites cryoglobulinémiques et il y a eu déjà un précédent EULAR montrant un bénéfice de l'interleukine 2 à faible dose dans une petite cohorte de lupus. Eh bien là, c'est 38 patients qui ont reçu 3 cycles d'1 million d'unités d'interleukine 2 recombinant par voie sous-cutanée, un jour sur 2 pendant 2 semaines, puis un arrêt pendant 2 semaines. Et à la semaine 12, eh bien, il y avait 89% des patients, 34 sur 38, qui étaient considérés comme répondeurs, avec une médiane de SLEDAI qui était
qui diminuait de 11 au départ à 4. Donc traitement prometteur aussi dans le lupus et qui ouvre aussi la porte à des essais plus larges. Autre molécule en développement, autre voie d'approche de traitement du lupus, c'est la signature interféron. Vous savez que dans le lupus, il y a une signature interféron de type 1. Et plusieurs molécules se sont tentées dans le lupus avec des succès mitigés, peut-être parce que c'est une question d'affinité d'anticorps, peut-être c'est une question aussi de certains anticorps monoclonaux qui ne ciblaient pas tous les différents sous-types d'interférons alpha. En tout cas, il y a une autre approche possible, c'est de bloquer le récepteur des interférons de type 1, parce que là, on est sûr qu'on bloque tous les interférons, et une molécule est capable de le faire, c'est l'anifrolumab, qui donc a été testé dans le lupus, et c'est Fury qui présentait les résultats. Je vous ai résumé ça, et c'est randomisé, double aveugle versus placebo de phase 2, 305 patients quand même pour cette phase 2, ayant un lupus modéré à sévère, sans atteinte rénale, sans atteinte système nerveux central, et il y avait 2 doses, 300 ou 1000 mg IV ou un placebo tous les 4 semaines pendant 48 semaines. Eh bien, dans le bras 300 mg, la différence est significative en faveur du médicament. Et c'est aussi le cas dans le bras 1000 mg, et ça frôle la significativité. Alors, il n'y a pas de relation effet-dose de ce médicament, mais c'est que sans doute l'anifrolumab à 300 mg, c'est suffisant pour saturer tous les récepteurs. Donc, c'est prometteur et ça encourage à une phase 2 et puis 3. Voilà, c'est tout pour le lupus. Eh bien, prochain rendez-vous Londres du 8 au 11 juin 2016. À bientôt.